Je vais vous présenter les travaux qu'on fait au laboratoire IBISC, quelques travaux qu'on fait autour de la rééducation motrice en réalité virtuelle ou augmentée. A priori, on peut se demander peut-être le lien entre le thème d'aujourd'hui, le thème du colloque d'aujourd'hui qui est la formation et la rééducation. Mais on va voir que les questions qu'on se pose lors de la conception des systèmes d'aide à la rééducation ou d'aide à la formation sont similaires. Il y a des points communs. Dan Benamou en a parlé tout à l'heure. On parle d'ailleurs en rééducation d'apprentissage ou de réapprentissage moteur, même si évidemment le contexte et les usagers sont différents, ne sont pas les mêmes. Alors, quels sont les enjeux en rééducation? Il y en a beaucoup, j'en ai sélectionné quelques-uns. Tout d'abord, c'est qu'on a un nombre de patients qui est en augmentation. Ça dépend des pathologies, mais toutes celles qui sont liées au vieillissement de la population, comme la population vieillit, le nombre de patients, le nombre de besoins en soins augmente. Face à cette augmentation, on a malheureusement un manque ou voire une diminution de moyens humains et financiers alloués à ces soins-là. Pour certains patients, on a également des difficultés d'accès aux soins, soit en termes de transport, de capacité de déplacement, d'éloignement des centres de soins. Et puis enfin, il y a vraiment un problème, l'un des problèmes principaux, c'est le manque d'adhésion au traitement ou la baisse d'adhésion au traitement au cours du temps. L'adhésion, c'est le respect par le patient des recommandations ou des prescriptions du médecin. Donc en termes de rééducation, ça veut dire faire tant de séances par jour pendant tant de jours. Et la rééducation, je pense qu'on a tous été confrontés un petit peu à ça. C'est long, c'est difficile, c'est décourageant. Et donc, au bout d'un moment, on ne fait plus les exercices. Donc face à ces enjeux, le domaine de la réalité virtuelle augmentée a été acteur depuis une vingtaine d'années, depuis le début des années 2000, pour essayer d'apporter des réponses. L'objectif principal, c'est de créer des outils complémentaires de la rééducation conventionnelle. On ne parle jamais de remplacer la rééducation conventionnelle par de la rééducation en réalité virtuelle. Donc c'est vraiment complémentaire pour augmenter, l'objectif principal, c'est d'augmenter le temps de rééducation. Un des objectifs, c'est également que ces outils, comme on a des problèmes de moyens humains et financiers, d'encadrement humain, un des objectifs, c'est que ces outils soient utilisables en autonomie, voire à domicile. On n'en est pas encore là, mais c'est un des objectifs. Grâce aux capteurs, grâce au système un petit peu intelligent, on espère que la rééducation pourra être faite toute seule par le patient. Bien sûr, évidemment, les outils doivent fournir un service, entre guillemets, un service de rééducation. Comme le thérapeute n'est pas là pour mesurer, pour corriger, il faut que les systèmes, avec leurs capteurs, soient capables de le faire. Donc mesurer la performance motrice, moi je m'intéresse à la rééducation motrice, du patient et faire du feedback, faire des rétroactions, des retours sur cette performance. De la même manière, un des rôles du thérapeute, quand il y a des outils ou quand il y a des exercices, c'est de les adapter au cas particulier de chaque patient ou à l'évolution du patient au cours du temps. Et donc ça, c'est aussi un domaine de recherche qui intéresse les chercheurs en réalité virtuelle, c'est de voir comment est-ce qu'on peut automatiser le paramétrage des systèmes de rééducation, en particulier la difficulté. Et enfin, quasiment tous les systèmes qui veulent un jour être utilisés sur le terrain intègrent des éléments de jeu de jeux vidéo pour améliorer la motivation à utiliser les systèmes et on espère pouvoir améliorer l'adhésion à cette rééducation. Alors j'ai mis quelques exemples dans les deux domaines principaux qui m'intéressent. C'est évidemment pas exhaustif, il y a vraiment des centaines d'études et c'est en augmentation. Globalement, ici c'est de la rééducation à la marche. Là j'ai mis qu'une seule image parce que tous les systèmes se ressemblent. On a un tapis roulant instrumenté avec un ou plusieurs écrans ou voire un casque de réalité virtuelle et puis on va pouvoir faire un jeu de marche dans cet environnement. En ce qui concerne la rééducation du bras, là aussi il y a des différentes implémentations, mais globalement on retrouve un patient qui est équipé d'interfaces de réalité virtuelle, de capteurs, voire d'interfaces et de capteurs de rééducation, d'outils de rééducation, et qui va dans un environnement virtuel, voire dans un jeu, pouvoir faire des tâches. Et la plupart du temps, il est encadré, il est assisté par un thérapeute. Alors en ce qui nous concerne à IBISC, ou plus particulièrement dans l'équipe IRA 2, on a travaillé sur deux projets, on travaille sur deux projets de rééducation. Le premier s'appelle César AVC, il consiste en la création d'un système d'assistance à l'autorééducation du membre supérieur après AVC. On fait ce projet en partenariat avec l'entreprise Interaction Healthcare, qui est à Levallois, entre autres, le centre de rééducation fonctionnelle Les Trois Soleils qui est à Boissy-le-Roi. Et principalement à travers une thèse CIFRE, donc un doctorant qui va soutenir le mois prochain. Et on a également des financements fédéraux.
Et plus récemment, on a démarré un projet qui s'appelle AROCP, qui vise la rééducation augmentée de la marche après chirurgie chez des enfants atteints de paralysie cérébrale. Là encore, ça se fait à travers une thèse CIFRE, cette fois-ci avec la fondation Hélène Poidatz, qui est à Saint-Fargeau. Pour ces deux projets, on a suivi une démarche, je ne vais pas vous les présenter l'un après l'autre, mais on a suivi une démarche similaire. On n'a pas mis l'accent sur la recherche au même niveau dans ces deux projets. Et on a essayé de suivre la démarche dont vous a parlé Amine à l'instant, qui était la conception centrale utilisateur. Et donc cette conception démarre par l'étude des besoins. Je vais aller assez vite parce que j'ai les deux projets à détailler, mais si vous n'êtes pas familier de la rééducation du membre supérieur post-AVC, ça se passe en différentes phases. Il y a la phase aiguë avant 14 jours, ensuite la phase subaiguë jusqu'à 6 mois, et ensuite ce qu'on appelle la phase chronique. Et le point de départ du projet, c'est que justement pendant la phase aiguë, il n'y avait quasiment aucune rééducation du bras. On se concentrait sur d'autres fonctionnalités humaines. Et donc en général, la rééducation du membre supérieur avait lieu en centre de rééducation pour les patients qui en avaient besoin, à partir de 14 jours, à base d'étirements, de manipulation d'objets, d'exercices avec des objets, parfois avec des aides techniques, et dans certains cas, dans certains centres équipés, donc c'est le cas à la clinique Les Trois Soleils, d'outils de rééducation à base de bras robotisés qui coûtent extrêmement cher, autour de 150 à 200 000 euros. Et donc l'objectif du projet, c'était de pouvoir démarrer une rééducation du bras simple, le plus tôt possible, de pouvoir la faire le plus longtemps possible, en particulier à domicile, globalement d'augmenter le temps de rééducation de chaque patient. De suivre les recommandations thérapeutiques, à savoir faire des exercices qui soient orientés vers des tâches fonctionnelles, qui soient très répétés. Quand on parle d'exercices répétés, on est en centaines de fois, faire le même exercice, et intensif. Et puis, en raison de la population qui couvre toutes les tranches d'âge, mais avec une moyenne d'âge assez élevée, autour de 70 ans, il fallait que le système et les exercices soient faciles à comprendre, faciles à utiliser, d'autant qu'après AVC, on peut également avoir des déficits fonctionnels, enfin des déficits cognitifs. Donc pour répondre à ce problème, on a mis au point un système dont je présente l'architecture ici. L'architecture n'a rien de particulier dans le domaine de l'IHM. On a un utilisateur qui va pouvoir, grâce à des capteurs, faire une interaction 3D en environnement virtuel. Et je le mentionnais tout à l'heure, les capteurs vont pouvoir également mesurer la performance motrice, faire des retours, des feedbacks sur cette performance aux patients. Et par contre, ce qu'on peut noter dans un système de rééducation, c'est qu'il y a deux utilisateurs. Il y a l'utilisateur principal qui est le patient et il y a l'utilisateur secondaire qui va être le thérapeute qui va accompagner la thérapie. Ces deux utilisateurs de système ont évidemment le même objectif qui est la récupération, la réussite du patient, mais ils n'ont pas les mêmes outils, ils n'ont pas les mêmes besoins pour arriver à cet objectif. En termes d'interface, ça se traduit par celle-ci que vous pouvez voir dans la salle des démos. Donc on a choisi une caméra de capture de geste qui est bas coût et pas invasive, qui permet de récupérer la position de la main et des doigts. On est en situation visuelle non immersive, donc sur PC simple et écran. À l'époque, les casques étaient encore chers, ils avaient besoin d'un ordinateur puissant, et puis, vu qu'on envisageait une utilisation à domicile, c'est des choses qui sont compliquées à acquérir, et en plus, vu que la plupart des patients visés sont hémiplégiques, mettre un casque à une main, c'est très compliqué, avec les problèmes aussi de mal des simulateurs. À noter qu'on est vraiment à l'opposé, sur le spectre opposé du robot de rééducation qui est très cher et qui permet une assistance haptique. Nous, on peut à l'inverse pas aider le patient, on ne peut pas assister le patient mécaniquement. Une fois qu'on avait fait le système, il a fallu créer du contenu et j'ai trouvé donc le premier exercice sur lequel on s'est concentré, c'était un exercice de pointage de cible, donc il demandait une extension de l'épaule et du coude. Et j'ai trouvé intéressant de vous mettre l'évolution, donc V1, V2, V3, du contenu. Donc la première version était très simple avec une main très réaliste. Ensuite, on pensait être arrivé à un système intéressant. Et puis on s'est rendu compte en faisant des tests qu'avec une main animée, comme vous pouvez l'apercevoir ici, et des cubes, on avait naturellement tendance à avoir une tâche de saisie et donc une trajectoire courbe. Une trajectoire courbe au lieu d'avoir une trajectoire rectiligne de pointage. Donc on peut apercevoir la trajectoire suivie et par opposition à la ligne droite. Et donc, du coup, on a retravaillé les représentations visuelles, la disposition des cibles pour arriver à ces espèces de buzzers qui incitaient plus naturellement à un pointage. Et également, on a choisi une main rigide
on pouvait technologiquement avoir une main animée très réaliste, et on a choisi une main rigide, non animée, en position saine, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des patients avaient une main déficiente, et du coup ça leur donnait une image plus positive d'avoir une main visuellement tendue vers l'avant, et ça aurait pu les décourager de voir en environnement virtuel une main qui ressemblait à la leur. On s'est ensuite concentré sur un deuxième exercice qui concernait le mouvement de pronation-supination du poignet, donc de rotation du poignet. Donc là, cette fois-ci, on voit qu'on avait un partenaire industriel. C'est un peu plus joli, ça ressemble vraiment à un jeu, ce n'était pas le cas d'avant. Et donc là, l'objectif, c'est de déplacer un oiseau horizontalement en fonction du mouvement de la main, et cet oiseau doit ramasser des pièces. Et donc là, en termes de feedback, on a du son que je ne vous ai pas mis, des petites animations quand on réussit à ramasser les pièces, et on a travaillé sur la clarté de la tâche, pour encore une fois qu'elle soit accessible par tout le monde. Voilà ce que ça donne avec les patients, donc des tests assez anciens. On voit qu'entre-temps, le dispositif s'est un peu industrialisé à base de lampes Ikea. Donc globalement, dans les tests que nous avons faits, les premiers, il y a quelques problèmes d'accessibilité, mais sur le principe, les patients étaient très, très intéressés par la poursuite du projet. Je l'ai dit, ce qui est très important, c'est de mesurer. Grâce à notre capteur, on a la pose de la main, c'est celle qu'on utilise actuellement. Et sur les feedbacks, sur les retours d'informations, les deux utilisateurs ne vont pas avoir les mêmes besoins. Le thérapeute, il a besoin d'avoir un suivi détaillé de l'évolution du patient, avec éventuellement des évaluations standardisées. Typiquement, les exercices vont varier, mais les évaluations doivent être sur un exercice qui est toujours le même pour vraiment percevoir les progrès ou le manque de progrès. Et donc, il va avoir vraiment des détails, des courbes sur l'amplitude, la précision, le maintien, la vitesse, etc. du mouvement. Et pour le patient, pour lui, c'est à l'inverse pas forcément utile d'avoir tous ces détails, ça peut être incompréhensible, ça peut être décourageant aussi. Donc on va plutôt se concentrer sur le jeu en lui-même, sur la tâche. Donc il a des scores de réussite, comme vous pouvez le voir ici, le nombre de pièces récoltées. Et puis on donne quand même quelques éléments d'évolution, en espérant, en tout cas en réfléchissant pour qu'il y ait toujours une évaluation positive, qu'il n'y ait pas de notion d'échec, pour justement ne pas ajouter du découragement au découragement. Et puis on a quelques concepts qui ne sont pas encore intégrés d'écran de résultats. À travers la thèse CIFRE de Vic David, on s'est vraiment concentré sur l'aspect motivation, enfin sur l'aspect adhésion. Pour améliorer l'adhésion, on veut améliorer la motivation. Et on s'est basé sur un vieux modèle en psychologie, qui est la théorie du flow, qui explique qu'en gros, si on veut que l'utilisateur du système ou du jeu ne s'ennuie pas et ne soit pas frustré, ne soit pas découragé, il faut trouver un compromis au milieu ici entre le niveau de difficulté qu'on lui propose et ses compétences. Pour un jeu normal, on va passer d'un niveau facile à un niveau difficile, on va augmenter la difficulté au cours du temps. Pour un patient post-AVC, c'est plus compliqué que ça, parce que l'état de santé peut changer tous les jours, le découragement, les douleurs, etc. peuvent influer la compétence, et du coup on ne peut pas juste augmenter la difficulté. Donc on s'est attaché à créer un modèle de gestion de la difficulté, qu'on appelle une difficulté adaptative. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le principe, c'est en gros si le patient réussit bien, on va lui proposer des exercices plus compliqués. S'il ne réussit pas bien, on va lui proposer des exercices plus faciles, mais pas trop faciles. Et donc, en ce qui concerne le jeu de l'oiseau, donc le jeu où on doit ramasser des pièces, l'un des aspects de la difficulté, c'est la trajectoire à suivre pour ramasser les pièces. Donc, pour gérer ça, on a construit un modèle qui donc arrive à quantifier la difficulté d'une trajectoire. Et ensuite, on est capable de générer un niveau facile, un niveau moyen, enfin un niveau d'une difficulté voulue. Vous avez ici 3 exemples de facile à difficile. On a fait une évaluation assez récemment sur tout ce projet, sur le jeu de l'oiseau, avec 28 patients et 32 de la clinique Trois Soleils et 32 sujets sains. Et on s'est intéressé à 3 aspects. Le premier, c'est tout d'abord l'utilisabilité, qui est très classique en IHM. On s'est basé sur un questionnaire reconnu. Et ce qu'on peut retenir, c'est que la moyenne des scores donnés par les sujets sains et les patients était entre 79 et 85 sur 100. Ce qui, selon l'état de l'art, dit que le système est reconnu comme excellent, en tout cas utilisable. On peut quand même noter que les patients, eux, avaient ressenti un besoin de support technique pour l'utiliser, alors qu'ils l'utilisaient déjà en présence d'un thérapeute.
des incohérences perçues dans les interactions, puisqu'ils n'ont pas des mouvements sains, et un besoin d'apprentissage, donc un besoin de prise en main, de prendre le temps d'apprendre l'outil, alors que là, c'était fait sur une séance unique. Ensuite, on a évalué aussi notre système de difficulté. L'idée, c'est le résultat, c'est qu'il est cohérent, c'est-à-dire quand on augmente la difficulté, globalement, ça diminue la performance. C'est un peu plus compliqué que ça. Et surtout, malheureusement, juste avec la trajectoire des pièces, on n'arrivait pas à faire varier grandement la difficulté. Il va nous falloir, on le savait, mais il va falloir l'intégrer beaucoup plus sérieusement, gérer l'amplitude et la vitesse de défilement des pièces. Vous pourrez le tester. Il est réglé en mode dur là dans la démo. Parce qu'on sait que vous êtes motivé. Alors, en ce qui concerne la motivation, on s'est basé aussi sur un questionnaire. Ce qu'on peut retenir, c'est que les patients ont un intérêt fort pour le système, les sujets sains aussi, ce qui est plutôt rassurant. Que les patients pensent fournir beaucoup d'énergie et d'efforts, ça aussi c'est rassurant pour nous, parce que je vous rappelle qu'on veut faire des tâches qui soient intensives, donc ils demandent un effort. Si on fait juste du jeu facile, ça ne marchera pas. Et puis que les patients trouvent le système utile pour leur éducation. Concernant le deuxième projet, donc il est plus récent, donc je vais être plus court, et il a des points communs et il a des différences. Donc là, on va s'intéresser à un public différent, qui va être les enfants, à une tâche différente, qui est la marche. Pour simplifier, en gros, nous avons des enfants atteints de paralysie cérébrale, donc l'un des traitements possibles, c'est des lourdes chirurgies, qui nécessitent ensuite énormément de rééducation, processus très long pour réapprendre un pattern de marche. Et comme c'est très long, au bout d'un moment, évidemment, les enfants se découragent, ils sont éloignés de leur famille, ils sont en centre de soins pendant des mois. Et les professionnels ont noté une baisse de la motivation à un moment où, justement, il faudrait augmenter la quantité de marche. Donc marcher plus, sans diminuer la qualité de marche. Donc marcher plus vite, typiquement, enfin marcher plus longtemps, mais sans marcher n'importe comment. Et parmi les contraintes de mise en place du système, c'est que les professionnels voulaient que les enfants marchent dans un environnement réel, donc à l'opposition des tapis roulants que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc on veut qu'ils marchent dans les couloirs, voir leurs copains, aller de la cuisine, aller jusqu'à la cuisine, la piscine. Et également, on peut le voir ici, certains enfants, même après chirurgie, après rééducation, sont encore équipés d'aides à la marche. Donc pour répondre à ce problème, on s'est tourné vers la réalité augmentée, ou Microsoft dirait la réalité mixte, histoire de clarifier les choses. Donc nous, on appelle ça de la réalité augmentée. Donc on utilise les lunettes HoloLens de Microsoft, équipées de capteurs de position et de profondeur. Donc on est capable d'avoir la position de la tête de l'utilisateur. Vous voyez ici un exemple aussi de ses capacités de capture de l'environnement. Ici, à force d'utiliser l'appareil dans les locaux de la Fondation Poidatz, il a fini par modéliser une partie du bâtiment. Donc on est à ce degré de précision-là sur le HoloLens. On a fait une étude aussi comparative de précision avec un système de motion capture et la précision est tout à fait honorable. Donc c'est mobile, c'est autonome, on peut marcher sur des distances, sur des grandes distances. C'est compatible avec les aides puisqu'on n'utilise pas les mains. Et puis, donc, comme je disais, on a aussi accès à un laboratoire d'analyse du mouvement pendant notre étude. Et puis, en termes de contenu, donc, on est vraiment au tout début. On imagine pour l'instant un jeu libre, un jeu où les enfants vont pouvoir marcher de manière libre, typiquement avec une chasse au trésor. Ça, c'est également un projet des étudiants de la filière Jean de l'année dernière. Et puis, en parallèle de cet exercice libre, ou à grande échelle, on va aussi créer des mini-jeux ciblés sur des performances particulières. En termes de mesure, donc je le disais, avec le HoloLens, on a la pose de la tête, ce qui nous permet d'avoir le chemin parcouru, une forme du chemin parcouru, ce qui nous permet d'avoir la vitesse instantanée et moyenne, etc. Et puis, si on décompose et qu'on filtre, on a des choses très intéressantes. Ici, en Y, vous avez la hauteur de la tête. Et avec le HoloLens, ici, c'est une marche non pathologique, mais ça marche sur aussi les enfants. On obtient, avec les minimums locaux, on obtient ce qu'on appelle le heel strike, c'est la pose du pied par terre. Donc on ne le perçoit pas forcément avec notre tête dans une marche réelle, mais les capteurs les perçoivent. Et donc en ayant cette pose du pied, on obtient la longueur de pas, on obtient la cadence, et on peut avoir la distance parcourue en sommant les longueurs de pas. Et donc on peut avoir des informations relativement fiables sur les attributs de la marche. Et enfin, en termes de feedback, donc une fois qu'on a mesuré, on travaille sur les feedbacks. Donc là, c'est l'objet de la thèse d'Anne Languinet.
un premier prototype où vous avez un exemple de mini-jeu qu'on peut proposer. Donc celui-ci nous demande de suivre un parcours d'arbre en ramassant des pièces en un temps donné. Donc on voit que la pièce va finir par disparaître si on n'arrive pas à temps. Donc on nous oblige à aller vite et à suivre un chemin. Et puis on va essayer de comparer différents types de feedback. Donc on est vraiment dans l'expérimentation actuelle. On a une jauge de vitesse. On a l'affichage d'indications c'est bien, c'est pas bien, donc des feedbacks plus binaires, et on a l'affichage exact de la vitesse, qui a priori sera moins intéressant. C'est en km/h. Et puis également, on peut mettre donc, ce que Microsoft appelle des hologrammes, donc des objets beaucoup plus interactifs qui vont donner des indications à l'enfant, peut-être un peu moins médicales, mais qu'on espère qu'ils seront utiles. Donc en tout cas, l'objet des prochains mois sera de comparer ces feedbacks-là. En conclusion, donc, en ce qui concerne la rééducation motrice en réalité virtuelle augmentée, il y a de nombreux travaux et ils sont anciens. Il ne faut pas penser que c'est récent. Nous, ça fait pas longtemps qu'on travaille dessus, qu'on applique nos travaux à ce domaine-là, mais ça date vraiment des années 2000, en tout cas dans certains pays. C'est imaginé en complément, mais j'insiste jamais en remplacement de la rééducation conventionnelle. On ne va jamais remplacer le thérapeute, on va que augmenter le temps de rééducation, donner des nouveaux moyens d'accès à la rééducation à des patients qui peut-être n'iraient jamais en centre s'ils n'avaient pas d'outils. Il y a des études positives sur l'apport thérapeutique, mais il y a, comme le disait Dad Benamou, il y a pas la puissance statistique n'est pas suffisamment élevée. Il y a quelques études qui sont très puissantes, mais il y en a d'innombrables qui sont très biaisées. Et par exemple, on ne connaît pas l'avantage d'un système de thérapeutique de réalité virtuelle par rapport à un jeu vidéo avec une Wii ou avec une Kinect, qui serait déjà sur étagère et qui serait beaucoup plus facile à mettre en place. Les composants essentiels, je les rappelle, sont d'avoir des interfaces et des capteurs issus en général de la réalité virtuelle qui permettent de faire des interactions dans un environnement virtuel qui peut être un jeu. L'important, c'est d'avoir des mesures précises de performance, des feedbacks sur ces mesures et de pouvoir paramétrer le système, notamment la difficulté. Et donc ensuite, on a 2 utilisateurs différents. Et au niveau des limites, c'est Amine qui m'a fait penser à les ajouter. Nous, on n'a pas vraiment de problème d'accès aux besoins, aux utilisateurs finaux. Malheureusement, il y a beaucoup de patients et on a trouvé des équipes avec lesquelles travailler. Le plus compliqué pour nous, c'est le coût de développement. Ça aussi, Dan Benamou l'a rappelé. Pour faire le genre de travaux que vous avez vus, il a fallu faire plusieurs mois. Il faut plusieurs hommes-mois ou femmes-mois de développeurs. Et puis, c'est le temps des évaluations qui est extrêmement long aussi. Si on veut faire des évaluations justement correctes, de rétention, de motivation, ça prend des mois. Et donc, forcément, ça peut paraître incompatible avec l'envie de faire un produit immédiatement utilisable sur le marché. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.